win it. We're tough, Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de l'hebdo d'I24 News, le seul rendez-vous qui vous permet de comprendre l'actualité des 7 derniers jours sans avoir eu le temps de la suivre. Au programme, aujourd'hui, l'état d'urgence va être prolongé pour une période de 3 mois en France. La décision a été prise par le président Hollande, mais les débats autour de son efficacité sont loin d'être terminés. La chef de l'équipe américaine des négociations avec l'Iran et ex-sous-secrétaire d'État Wendy Sherman est l'invité exceptionnel de l'hebdo. Ça sera dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'hebdo, je vous dirai pourquoi Davos est toujours important et nous reviendrons sur l'avenir de la présence israélienne en Cisjordanie qui a fait débat cette semaine. Troisième numéro de l'hebdo, on commence avec François Hollande qui a annoncé la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Une mesure exceptionnelle, on va en parler dans un instant. Ça continue de faire polémique et la mesure est inédite dans l'histoire politique française. Je propose de regarder cette séquence Retour en arrière avec David Gombin. La France vit à l'heure de l'état d'urgence et cela ne semble pas près de s'arrêter. Alors que le président Hollande doit décider du maintien ou non de ces mesures exceptionnelles, le débat continue de faire rage. Déchéance de nationalité, perquisition à toute heure du jour et de la nuit, couvre-feu, des mesures rarement mises en application auparavant. Avril 1961, De Gaulle a déjà proclamé la Ve République, mais la guerre d'Algérie n'a pas encore touché à sa fin. Le 21 avril, 4 généraux tentent un nouveau putsch pour empêcher l'abandon de l'Algérie française. Le 23 avril, De Gaulle applique l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Des mesures qui s'accompagnent de pouvoirs exceptionnels attribués au président en application de l'article 16 de la nouvelle Constitution. C'est une première dans l'histoire de la Ve République, un état d'urgence prolongé jusqu'en mai 1963, bien après la signature des accords d'Évian, marquant la fin de la guerre d'Algérie. Qui dit mesure exceptionnelle dit application rarissime. Il faudra en effet attendre 1985 et les événements en Nouvelle-Calédonie pour que l'état d'urgence soit à nouveau décrété par le gouvernement Fabius. Des mesures limitées aux îles néo-calédoniennes. Ce n'est que 20 ans plus tard que l'état d'urgence sera remis en application. Et là aussi partiellement. Novembre 2005, les banlieues françaises sont à feu et à sang. Le 8 novembre, le président Chirac décrète en Conseil des ministres l'état d'urgence. Partout où sont les émeutiers, des couvre-feux sont déclarés. 25 départements sont concernés, parmi lesquels la totalité de l'Île-de-France, un état maintenu par une loi votée par le Parlement, alors que les violences ont déjà cessé. Finalement, il sera suspendu le 2 janvier 2006. Mais l'application la plus spectaculaire de ces mesures exceptionnelles, c'est évidemment au lendemain de la vague d'attentats qui touche Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. L'état d'urgence, on sait quand il commence, mais il est difficile de savoir quand il prend fin. Et c'est là que François Hollande semble être pris à son propre piège, un piège sécuritaire, plutôt paradoxal pour un gouvernement de gauche. Voilà pour ces explications signées David Gombin avec Joseph Emmanuel. Léa Verdugo, bonjour. Bonjour Julien. Vous suivez l'actualité politique, notamment française, pour I24 News. Alors le 3 février, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres pour prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Oui, alors l'état d'urgence avait été voté à la quasi-unanimité au lendemain des attentats de novembre. Alors dès le premier débat, la droite avait plaidé pour une durée plus longue, tandis que les écologistes souhaitaient uniquement 2 mois. Et aujourd'hui, la porte est ouverte à une prolongation. Le porte-parole du gouvernement parle d'une menace terroriste toujours à un niveau exceptionnellement élevé. Le Premier ministre Manuel Valls déclare de son côté à la BBC que l'état d'urgence ne prendra fin qu'avec la défaite de l'État islamique, une manière peut-être de nous préparer à une prolongation perpétuelle. On ne sait pas. Alors à droite, on soutient toujours cette prolongation. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, l'a jugée souhaitable le temps
que l'on stabilise les réponses à apporter au terrorisme. Alors, ça reste assez flou, hein. Exactement. À gauche, les avis sont un peu plus nuancés. Certains sont également pour une prolongation, le temps qu'entre en vigueur la réforme pénale souhaitée par l'exécutif, un texte dont l'objectif est de renforcer les pouvoirs d'enquête de la justice en matière de terrorisme. Alors le président PS de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, estime lui que l'intérêt de l'état d'urgence s'estompe aujourd'hui. Cependant, il admet qu'en sortir peut être un acte délicat à prendre. Alors, même si la majorité des Français est en faveur de la prolongation de l'état d'urgence, il y a quelques oppositions au sein de la population. Oui, par exemple, à Rennes, samedi, ils étaient 500 environ à manifester leur opposition à l'état d'urgence, à l'appel d'organisations de gauche et d'extrême gauche. Alors, on a entendu divers slogans au cours de cette manifestation. État d'urgence, état policier, on ne nous empêchera pas de manifester, ou encore l'État nous surveille, crevons-lui les yeux, rien que ça. C'est clair. La Ligue des droits de l'homme, elle, saisit le Conseil d'État pour mettre fin à l'état d'urgence. Selon lui, il porte une atteinte grave et manifeste aux libertés publiques. Par ailleurs, 5 rapporteurs de l'ONU ont recommandé à la France de ne pas prolonger l'état d'urgence. Merci beaucoup, Léa Berdugo, de ces explications. Dans le reste de l'actualité cette semaine, cela fait 10 ans qu'Ilan Halimi a été kidnappé en France parce que juif. C'était le 21 janvier 2006. La suite, on la connaît, 24 jours de calvaire entre les mains du gang des barbares jusqu'à ce qu'il soit brûlé vif et retrouvé agonisant près d'une voie ferrée dans l'Essonne le 13 février. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant ces 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, geôlier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre alors son visage avec effroi, violence, antisémitisme. Des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, une dizaine de tentatives d'enlèvement avaient échoué, toutes sur des personnes de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. 3 seront acquittés. Les autres condamnés à des peines allant de 18 ans, comme Saïd Abdelmalek, le bras droit de Fofana et le tortionnaire d'Ilan, ou de la prison avec sursis pour certains, comme Isabelle Mensa, au courant de la prise d'otage au moment des faits. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. On en vient à l'invité de l'hebdo, une invitée exceptionnelle cette semaine, Wendy Sherman, ex-sous-secrétaire d'État américaine et chef des négociations avec l'Iran à Vienne lors de la signature sur l'accord du nucléaire en juillet dernier. Wendy Sherman, bonjour, merci d'être avec nous. Sure, glad to be here. Alors, je voudrais vous citer Donald Trump. Il a dit qu'il s'agit du pire accord de tous les temps. L'Iran va obtenir 150 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous lui répondez? Well, I think what's important here is what not only is in. Eh bien, je pense que ce qui est important ici, ce n'est pas seulement ce qui est dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi dans l'intérêt du monde entier. C'est de faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais posséder d'armes nucléaires.
Et c'est ce que cet accord assure. Et si pour une raison ou une autre, l'Iran ne respecte pas les termes de cet accord, eh bien cet accord n'est pas basé sur la confiance, mais sur la vérification. Et si à un moment donné, l'Iran enfreint les termes de l'accord, les États-Unis, de manière unilatérale ou accompagnés d'autres nations, prendront des mesures. Vous pouvez en être assurés. Ce que je dirais à tous les gens qui critiquent cet accord, et je sais qu'ils sont nombreux, c'est que cet accord ne repose pas sur la confiance, mais sur des inspections et qu'il est en place pour assurer la sécurité des États-Unis, mais aussi du reste du monde. Mais vous parlez de vérification. Comment est-ce que vous pouvez vérifier comment est-ce que vous appliquez cette vérification? Eh bien, je pense que l'on met en place de réelles inspections, car nous savons ce qui se passe là-bas en Iran. Et nous avons fermé toutes les voies d'accès à du matériel fissible nécessaire à la construction d'une arme nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a un accès 24 heures sur 24, à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de l'année. Si nous en avons besoin, nous pouvons surveiller à la chaîne d'approvisionnement des matériaux nécessaires à la construction d'une arme atomique. Et si l'Iran rompt les termes de l'accord d'une quelconque manière, les États-Unis prendront des mesures. Le président Obama pense sincèrement ce qu'il dit et il ne laissera pas l'Iran obtenir la bombe nucléaire. Et je suis certaine que le prochain président des États-Unis aura les mêmes convictions que lui. Mais Madame Sherman, vous savez que les Iraniens ont déjà menti dans le passé. Évidemment, mais une nouvelle fois, il ne s'agit pas d'une question de confiance, mais plus de savoir s'il est possible ou impossible pour l'Iran d'obtenir une arme nucléaire, car le pays devrait se créer une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement. De notre côté, nous allons continuer à en parler et à consulter nos partenaires et nos alliés. Le Moyen-Orient est très volatile. Tout le monde en Israël le sait bien mieux que moi. Et si l'Iran avait l'arme nucléaire, cela rendrait la situation encore plus instable et cela créerait encore plus d'incertitudes en matière de sécurité nécessaire dans ce pays, au Moyen-Orient et dans le monde. And create even greater uncertainty for the security that's needed for the people here in this country and throughout the region and the world. Alors justement, vous ne craignez pas que l'Iran utilise ces sommes d'argent pour financer encore davantage le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde? Well, first of all, as you noted, candidates are throwing around all kinds of numbers. Tout d'abord, comme vous le savez, les candidats évoquent toutes sortes de chiffres, des milliards de dollars qui sont mis à la disposition de l'Iran. En réalité, il doit y avoir à peu près 50 milliards de dollars en fonds dégelés, leur propre argent qui avait été gelé sur leur compte par la communauté internationale et qui sera maintenant de nouveau à leur disposition. Le reste des fonds qui avaient été gelés se trouve sous forme de prêts qui avaient été faits à la Chine, mais pas en liquidité. Mais cela leur prendra dans les 3 à 5 ans pour revenir à une situation économique dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas subi de sanctions économiques. Cela nécessitera environ 150 milliards de dollars juste pour leur raffinerie de pétrole. Ils sont très loin du compte. En plus de cela, nous maintenons toutes nos sanctions à leur encontre en ce qui concerne leur programme de missiles, leur soutien de l'axe terroriste, leur influence sur l'instabilité de la situation locale dans la région. S'ils utilisent de l'argent pour participer à organiser ces méfaits, nous pensons prendre des mesures pour les sanctionner sur ces terrains-là. Alors je pense que nous sommes parvenus à quelque chose de très important ici. La certitude que l'Iran ne pourra jamais posséder l'arme nucléaire et le maintien de notre capacité à leur faire payer le prix fort pour les autres exactions qu'ils ont commises en créant encore plus d'insécurité dans le monde. For the other very difficult and bad things that they have been doing to create greater insecurity in the world. Wendy Sherman, vous avez été dans le passé en charge du dossier nord-coréen. Vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'un autre exemple nord-coréen? Well, actually, the agreed framework, which I did not negotiate, it was negotiated by Ambassador Robert Gallucci. Eh bien, les grandes lignes sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, je ne les ai pas moi-même négociées. C'est l'ambassadeur Robert Gallucci qui l'a fait. Il s'agit d'un document de 4 pages. Le plan d'action complet joint contient beaucoup plus de pages. De nombreuses leçons ont été tirées de l'expérience nord-coréenne, mais ces deux situations sont très différentes. La Corée du Nord est plus un culte qu'un pays, tandis que l'Iran est un réel pays. La classe moyenne y est très importante et son économie est développée. La Corée du Nord est très sincèrement un cas désespéré. Une des choses supplémentaires qui s'est produite suite à l'expérience nord-coréenne, c'est la création d'un protocole supplémentaire par l'Agence internationale pour l'énergie atomique et par le comité des gouverneurs, pour s'assurer qu'ils pourraient avoir accès à n'importe quel site d'intérêt, et ce, surtout dans un pays tel que l'Iran. Nous avons des raisons de soupçonner le fait qu'il pourrait y avoir des installations dissimulées, sites militaires inclus. Alors cet accord ne contient pas seulement le protocole supplémentaire, il garantit aussi l'accès à n'importe quel site en cas de suspicion. Wendy Sherman, merci d'avoir répondu aux questions de l'Hebdo. Sure, thank you.
Et c'est la fin de cette première partie de l'hebdo. Dans un instant, un point complet avec l'actualité internationale d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après pour parler de la Cisjordanie et de Davos. Restez avec nous. Et 24 News, l'hebdo, seconde partie. Merci d'être resté avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous parlerons de l'avenir de la Cisjordanie. Mais avant cela, je voudrais revenir sur ceci. Le Forum économique mondial de Davos est lancé. Pendant 3 jours, près de 2500 participants sont réunis en Suisse. Des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprises et même des artistes. Cette année, c'est le célèbre Leonardo DiCaprio qui a ouvert la cérémonie. L'acteur appelle les chefs d'entreprise à faire plus pour lutter contre le réchauffement. Ça, c'était la semaine dernière. Leonardo DiCaprio, invité d'honneur pour parler du réchauffement climatique dans la petite station de Davos, où la plupart des participants sont arrivés en jet privé et limousine par centaines, où seuls les plus riches peuvent s'y rendre, puisque le ticket d'entrée s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros par participant. Bref, Davos, vous le voyez, c'était 4 jours, 2500 participants, 40 chefs d'État, 14 prix Nobel, 1000 chefs d'entreprise. Bref, Davos, c'est le sommet bling-bling très critiquable où la haute société se rencontre. Il semble bien loin le temps où Sharon Stone faisait vibrer Davos en faisant exploser les donations aux pays africains. If you don't mind, I'd like to offer my help and support to you. And I'd like to offer you $10,000. Would anyone else like to be on a team with me and stand up and offer some money and help him as well? 50,000. Thank you. Would anyone else like to stand up and help President Nkapa today? Et au-delà des dépenses que cause l'organisation de ce forum, certains notent aussi une proximité qui les dérange à Davos entre chefs d'État et chefs d'entreprise. Par exemple, Netanyahou a rencontré lors de ce sommet le patron de Intel, entreprise à laquelle Israël accorde des réductions d'impôts à faire pâlir d'envie n'importe quel FMN et n'importe quelle classe moyenne qui, elle, paye tous ses impôts. Bref, chacun viendrait faire à Davos son petit marché et tisser des liens qui plus tard permettront des petits arrangements entre amis. Mais au-delà de ces critiques légitimes, Davos, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une tribune qui permet de rappeler les problèmes du monde. Et voici quelques exemples. Le meilleur moyen de stopper la politique iranienne d'agression, c'est de renforcer les alliés de l'Amérique, au premier rang desquels se trouve Israël. En réponse à la crise mondiale des réfugiés, le président Barack Obama va accueillir un sommet cet automne à l'ONU. Et ce sommet sera le point culminant d'un effort durable. Si nous trouvons un accord, alors il est bon de rester dans une UE réformée. Et s'il n'y a pas d'accord, alors je n'écarte rien. Alors oui, c'est vrai, les problèmes ont été exposés sans qu'aucun accord concret n'ait été annoncé. Et on peut reprocher à chacun de ces intervenants d'être venus se donner bonne conscience en faisant un beau discours. Mais ne sombrons pas dans le populisme, n'oubliez jamais que l'essentiel se dit en coulisses sans caméra et espérons simplement que les rencontres qui ont eu lieu à Davos en coulisses permettront de servir la communauté internationale dans les prochaines années. On en vient à l'actualité proche-orientale. Cette semaine, les critiques américaines et européennes contre la présence israélienne en Cisjordanie ont été très violentes. Au même moment, le leader de la droite sioniste religieuse Naftali Bennett accusait, avec la gauche, le Premier ministre Netanyahou d'immobilisme sur le dossier palestinien. Alors évidemment, la gauche et Bennett ne partagent pas la même solution, mais ils partagent le même constat. Il faut dire que la question est ancienne et épineuse. On en parle dans un instant, mais tout d'abord, petit retour en arrière. Un ambassadeur américain qui critique ouvertement la politique israélienne en Cisjordanie. Un gouvernement israélien qui prévoit l'annexion de près de 150 hectares de terres arables dans la vallée du Jourdain et qui fait évacuer des colons d'une maison qu'ils occupaient dans le centre historique de Hébron.
Quant à l'Union européenne, elle annonce que les accords conclus avec Israël ne s'appliquent pas de l'autre côté de la ligne verte. Bref, une fois de plus, la question des implantations israéliennes fait parler d'elle. Il faut dire que cela fait près de 50 ans qu'elle se trouve au cœur de la polémique. 11 juin 1967, la guerre dite des 6 jours vient de s'achever. À la surprise générale, Tsahal, l'armée d'Israël, sort victorieuse contre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. En quelques jours, Israël triple son territoire. Péninsule du Sinaï, plateau du Golan, bande de Gaza et surtout Cisjordanie. Des conquêtes militaires qui, aujourd'hui encore, ont leur importance géostratégique. Novembre 1967, la résolution 242 demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés pendant le conflit. Quant à Yigal Allon, le vice-premier ministre travailliste, il élabore un plan pour peupler la vallée du Jourdain et créer une zone tampon avec la Jordanie. 1974, un mouvement religieux juif et nationaliste, le Gouche Imonim, revendique le droit du peuple élu à s'installer partout en terre d'Israël. C'est le début du peuplement de la Cisjordanie à caractère idéologiquement religieux. Mai 1977, le Likoud de Menachem Begin se hisse au pouvoir. Il étend la législation israélienne à Gaza et à la Cisjordanie. Les 31 implantations comptent alors 4400 habitants. Juin 1992, les travaillistes reviennent au pouvoir et le nouveau Premier ministre Yitzhak Rabin annonce le gel de la construction. Pourtant, en 1995, le nombre d'Israéliens habitant en Cisjordanie et à Gaza passe à 150 000. Août 1996, un gel levé par le jeune Premier ministre Benjamin Netanyahou. La construction des implantations continue. En 1999, on compte 123 implantations en Cisjordanie et à Gaza. 2005, le retrait d'Israël de la bande de Gaza, annoncé un an plus tôt par le Premier ministre Ariel Sharon, se termine. Au total, 8000 personnes auront été évacuées. Aujourd'hui, on estime la population des implantations à 300 000 personnes, un demi-million si on y ajoute les populations de Jérusalem-Est. Autrefois timides sur le sujet, les États-Unis montrent de plus en plus leur mécontentement. Du côté de l'Union européenne aussi, on dénonce ce qui est appelé la colonisation. Mais c'est peut-être en Israël que l'opinion est la plus divisée sur ce sujet. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Julien. Ancien ambassadeur d'Israël. Dror Even Sapir, bonjour. Vous êtes analyste politique. Je ne sais pas à qui adresser la première question, je vais la poser. Vous déciderez qui répondra. Pourquoi Israël devrait se retirer de Cisjordanie alors qu'à chaque fois qu'Israël s'est retiré d'un territoire, ça s'est retourné contre lui avec le Hezbollah au nord, le Hamas au sud. Dror, je crois que vous voulez répondre. Écoutez, la question, évidemment, elle peut se formuler de différentes manières. Vous avez demandé pourquoi Israël devrait se retirer de la Cisjordanie. Alors, je peux répondre en utilisant les arguments de ceux qui, en Israël, préconisent effectivement un retrait des territoires de Cisjordanie. Ils considèrent que le maintien de la présence israélienne dans ces territoires remet en cause tout à la fois le caractère juif de l'État, puisque, à terme, les Juifs se retrouveront minoritaires dans l'ensemble territorial qui va de la Méditerranée au Jourdain. Et puis également le caractère démocratique de l'État, parce que c'est même partisan d'un État palestinien, ou plus précisément d'un retrait israélien des territoires conquis en 1967, considère qu'on ne peut pas être à la fois un État occupant et un État démocratique. Ça, c'est, si vous voulez, le discours de ceux des Israéliens qui préconisent des pro-retrait. Avi, vous voulez peut-être réagir à ça. Pourquoi Israël devrait-il se retirer de territoire alors que chaque retrait s'est transformé en catastrophe? Vous avez raison, Julien. Les 4 retraits d'Israël, ou les 3,5 retraits d'Israël, se sont transformés en catastrophe. Et là, il y a une question plutôt idéologique qui, justement, divise Israël. C'est une question de gauche et droite. La droite pense que nous avons un droit inhérent à rester dans la... Mais d'un point de vue sécuritaire. D'un point de vue sécuritaire, je crois qu'il est très important, par exemple, qu'Israël soit sur la rivière du Jourdain. Je crois qu'une présence militaire sur la rivière du Jourdain, ça n'a rien à voir avec les implantations, rien à voir, est vital pour Israël. Dans la situation actuelle, avec Daesh, avec l'Iran, une Jordanie faible, Israël doit être sur le Jourdain. Et puis, je ne vois aucune raison pourquoi les Israéliens ne pourraient pas vivre dans certaines implantations ou bien centres d'implantation. Blocs d'habitation. Oui, bien sûr. Alors, venons-en justement aux implantations. À chaque fois qu'il y a un attentat, comme il y a eu cette semaine avec le meurtre atroce d'une mère de famille devant sa fille qui a été poignardée à mort par un jeune Palestinien d'à peine de 15 ans, tout Israël a été très choqué par cette affaire. À chaque fois qu'il y a cette affaire, les pro-mouvements de population en Cisjordanie disent les implantations sont le bouclier d'Israël. Et Tzipi Livni a répondu non, le bouclier d'Israël, ce sont les soldats israéliens, pas les implantations qui sont isolées.
Droit. Alors pendant très longtemps dans l'histoire d'Israël, on considérait que s'implanter civilement, eh bien, c'était également participer à la défense des frontières. Et au départ, ce rôle, pendant plusieurs dizaines d'années, il a été joué par le mouvement des kibbutzim et des moshavim, parce qu'on appelle en hébreu Ha'etiyashvut ha'ovedet, qui effectivement décidaient d'établir des villages le long des frontières, la frontière nord, la frontière sud et également, dans une moindre mesure, la frontière est, des zones tampons. Donc il y avait cette idée d'implantation civile qui servait de délimiter les frontières. Le mouvement sioniste religieux, le mouvement des implantations a adopté cette idée-là, mais aujourd'hui, bien évidemment, ceux qui assurent la sécurité d'Israël, c'est au premier chef l'armée d'Israël et les services de sécurité intérieure. J'attire votre attention, Julien, sur le fait que une grande partie de l'establishment militaire, même s'il ne le dit pas, en tout cas dans le passé ça a été le cas, et les anciens dirigeants de l'armée et également des services de sécurité intérieure qui ont repris une vie civile, eh bien, sont en général en faveur de retraits territoriaux et en faveur d'un État palestinien. Oui, du moins d'un accord politique. Moi, je suis absolument d'accord avec ces généraux qui sont retirés. On peut discuter le oui ou le non d'une présence israélienne en Judée et Samarie. Mais ce qui est indiscutable, c'est que défendre ces habitations, ces implantations, c'est un lourd fardeau pour l'armée. Écoutez, moi, j'ai des petits-fils à l'armée et je sais qu'ils passent la plupart de leur temps à défendre Yitzhar, ou à défendre Tapouach, ou à défendre où ils sont. On va dire que les implantations ne protègent pas Israël, à l'inverse, ça met en danger la vie de jeunes soldats. Julien, elles sont peut-être importantes. Je ne veux pas entrer dans les discussions d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique pour le futur d'Israël, etc., etc., etc. Du point de vue sécuritaire, elles n'apportent strictement rien à Israël. Au contraire, c'est difficile d'avoir une armée restreinte comme nous avons, et qui doit s'entraîner. Et au lieu de s'entraîner, les soldats, ils sont là à protéger les implantations. Mais certains disent que si les implantations sont retirées, eh bien demain les attaques ne seront pas contre Israël et Ariel, elles seront contre Tel Aviv et Netanyahou. Elles le sont de toute manière. On rappelle que pendant la guerre, Naftali Bennett rappelle que pendant la guerre, une roquette du Hamas ou d'un mouvement palestinien est tombée à quelques kilomètres de l'aéroport. Toutes les compagnies aériennes étrangères ont arrêté leur vol. Imaginez demain si le Hamas est à 2 km de l'aéroport. C'est pour ça que quand Bibi Netanyahou parle d'un État palestinien, il dit toujours un État palestinien démilitarisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire démilitarisé? C'est-à-dire qu'Israël a le contrôle, encore une fois, même si il y aura, ou s'il y avait un État palestinien dans le futur, Israël garderait le contrôle, premièrement, du Jourdain, de la ligne du Jourdain, et puis de la démilitarisation de cet État. Parce que c'est très important, c'est pas seulement l'aéroport, c'est Tel Aviv. Nous sommes à 15 km des territoires palestiniens. Alors justement, État palestinien ou non, Dror, l'idée d'un État palestinien est morte-née. Écoutez, il y a une sorte de décalage entre les processus diplomatiques en Europe et la réalité sur le terrain. Alors, on a parlé de la question de savoir dans quelle mesure l'État palestinien était ou non souhaitable. Et là, on a vu que ça correspondait en fait aux différences idéologiques. Selon qu'on se place dans un camp ou dans un autre, on aura forcément une réponse différente à cette question, celle de l'État palestinien souhaitable oui ou non. Maintenant, la question qui se pose de plus en plus en Israël, c'est est-ce que cet État palestinien est-il oui ou non réalisable? Ça, on rentre dans un autre domaine de questionnement et de plus en plus, on entend à droite, mais aussi à gauche, et c'est un petit peu nouveau, eh bien, des voix s'élever pour dire que non, l'État palestinien, aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus possible du fait du nombre important d'Israéliens qui habitent au-delà de la ligne verte et qui rendent l'établissement d'un État palestinien irréaliste. Maintenant, il faut rappeler que tous les esquisses de règlement du conflit israélo-palestinien reposent sur le principe d'échange de territoire. Annexion par Israël de ce qu'on appelle les grands blocs d'implantation dans lesquels vivent environ de 70 à 80% des Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte, qui vivent dans les implantations, et donc retraits territoriaux des autres zones de Cisjordanie, là où vivent les 20% restants. Le problème, c'est que les 20% restants, c'est quand même 80 000 personnes environ, et que ce sont souvent les plus motivés idéologiquement. À rester. On se souvient déjà du traumatisme du retrait de Gaza qui a à peine 10 ans et demi. On voit mal ces personnes expulsées de Cisjordanie en quelques mois avant de passer à l'homme de la semaine. Oui, moi je ne vois pas un gouvernement israélien expulser de force 80 ou 100 000 personnes des territoires. Déjà, les 8 000 à Gaza, c'était très dur. On en paye encore les conséquences sociales. Absolument. Et ces gens ne sont pas encore implantés nulle part. Ils vivent dans des caravanes. 12 ans après, 10 ans après, 11 ans après, ils vivent encore dans des caravanes. Et ça, vous multipliez ça par 10 et vous prenez
le fait que ce sont les plus idéologiques, comme vous l'avez dit, Dror, justement, ceux qui sont dans ces implantations isolées, ils ne vont pas vouloir quitter, même si on leur dit, vous pouvez choisir entre rester dans le futur État palestinien, si futur État palestinien il y a, ou bien revenir. Eux ne vont être d'accord ni sur cela, ni sur cela. Ça dépend desquels. Ouais. Alors, avant de se quitter, on va choisir la personnalité de la semaine. Il y en a 3 sélectionnés par la rédaction. Vous choisissez celui que vous voulez. Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation israélien qui a vivement critiqué Benjamin Netanyahu cette semaine et qui s'impose comme l'opposition de droite à Netanyahu. Bernie Sanders, la primaire démocrate américain qui fait enfin parler de lui. Et le président chinois qui était en visite en Égypte et maintenant en Iran. Avis. Moi, je prends Bernie Sanders, qui est la grande surprise des élections américaines. C'est d'ailleurs une élection complètement atypique. Et vous risquez d'avoir, en fin de compte, un duel entre Donald Trump d'un côté, et Sanders de l'autre. Et c'est pour ça qu'on entend déjà maintenant des voix demandant qu'il y ait un 3e candidat. On parle de Michael Bloomberg, l'ancien maire. Mais la grande surprise des élections américaines, c'est Sanders, après la grande surprise qu'on a eue avec Trump. Dror, l'homme de la semaine, le vôtre. Bernie Sanders également. Si Bernie c'est possible Sanders de faire pour un petit peu compléter Avi. En quelques mots. En quelques mots. Il y a quelques années, lorsque vous vous déclariez socialiste aux États-Unis, vous pourriez espérer recevoir autour de vous une dizaine de voix d'intellectuels new-yorkais. Point barre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et le succès de Bernie Sanders est un succès anti-establishment parallèle à celui de Trump du côté républicain. Merci Dror, c'est la fin de ce second numéro de l'Hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Passez une excellente semaine.